cher Marcel, chers amis porte-drapeau, chers amis du peloton qui nous font à chaque commémoration des reconstitutions exceptionnelles, en ayant ce matin une pensée pour notre ami André Mallet qui nous a quittés il y a à peine quelques jours, et puis je sais que ça leur fera plaisir évidemment, en ayant aussi une fierté familiale, amicale, mais également courcouronnaise. Et je sais que c'est pas la coutume dans ces cérémonies, mais je souhaiterais qu'on applaudisse Audrey Giannati qui est là, qui vient d'intégrer l'école Saint-Cyr, courcouronnaise. C'est la seule courcouronnaise aujourd'hui à Saint-Cyr. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Bravo. Mes chers amis, il y a 100 ans, 1915. 1915, l'année de la perte des illusions et des certitudes. 1915, l'année de l'industrialisation de la guerre. Je crois qu'une émission aujourd'hui va l'appeler la guerre moderne. 1915, l'année de l'internationalisation du conflit. Fini les élans revanchards et cocardiers. Fini les excès d'une propagande incapable de masquer l'horreur qui lentement s'installe. Fini l'enthousiasme. Le sang a pris la place de l'encre. La métaphore et la litote peinent à masquer l'ampleur des pertes. Fini une conception de la guerre issue du siècle précédent, à laquelle une large part de l'état-major adhère, avec son lot d'aberrations tactiques, nous le savons aujourd'hui. 1915, l'armée qui fait rentrer brusquement le monde dans le XXe siècle, pétrissant de boue et de sang le sacrifice de dizaines de milliers d'hommes. La guerre contre la barbarie n'avait plus de sens à partir du moment où on l'avait compris que la guerre était la barbarie. De la frontière suisse à la mer du Nord, se dessine une nouvelle géographie du territoire, ne pouvant en surface donner toute sa dimension. La guerre s'enterre, se perd en tranchées et boyaux, réseaux et casemates souterraines. Un nouvel imaginaire voit le jour, la tranchée, avec ses rythmes, avec ses rites, avec pour corollaire d'un bout à l'autre du pays dévasté, la boue, le sang, les poux, l'odeur de mort, omniprésente. La sape et la mine rejoignent, cette année-là, au panthéon de la destruction, les dispositifs meurtriers que le génie, malheureusement pas seulement militaire, met en œuvre pour amplifier la machine de mort. Pour que se complète ce tableau, l'ennemi volatile, insidieux, commence à se répandre le long de cette ligne. La baïonnette et la cartouche ne peuvent rien contre l'hypérite, ce fameux gaz moutarde qui ronge les poumons, défigure, asphyxie en silence. L'innovation au service de la destruction. Le progrès, bras lourdement armé de la barbarie. D'un bout à l'autre de cette frontière enterrée, pour laquelle une conquête de quelques mètres coûte des dizaines de sacrifiés, les hommes vivent. L'année 1915 est celle du non-discernement. Après les massacres de 1914 et la contre-attaque in extremis pour sauver la capitale, qui préserve au mieux les mois, au pire les jours à venir. C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y rien comprendre. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Écrit un aspirant médecin, Louis Andrieux. Nous avions bondi et regardions avec stupeur, à 3 pas de Faval, planté dans l'herbe comme une grande fleur épanouie. Un lys rouge, un bras humain, tout ruisselant de sang. Un bras droit sectionné au-dessus du coude, et dont la main encore vivante fouissait le sol des doigts comme pour y prendre racine, et dont la tige sanglante se balançait doucement avant de tenir son équilibre. Répond le légionnaire Frédéric Louis Sauzère. Sauzère,
qui, quelques mois plus tôt, faisait publier cet appel. L'heure est grave. Tout homme digne de ce nom doit aujourd'hui agir, doit se défendre, de rester inactif, au milieu de la plus formidable conflagration que l'histoire ait pu enregistrer. Toute hésitation serait un crime. Point de parole, donc des actes. Les étrangers, amis de la France, qui ont pendant leur séjour en France appris à l'aimer et à la chérir comme une seconde patrie, sentent le besoin impérieux de lui offrir leurs bras. Intellectuels, étudiants, ouvriers, hommes valides de toutes sortes, nés ailleurs, domiciliés ici, nous qui avons trouvé en France la nourriture matérielle, groupons-nous en un faisceau solide de volonté mise au service de la France. Signé Canudo, Blaise Cendrars, Léonard Salius, Saki, Kaplan, Baer, Oknotski, Izbiski, Shumov, Roldirev, Kozlin, Hess, Yoshitz, Friesendal, Israelevitch et Vertekoff. Mes chers amis, la guerre n'épargne ni les poètes, ni les écrivains. Survivants des tueries de 1915, Louis Aragon et Blaise Cendrars en témoignent. Invalide en 1915, décoré de la médaille militaire, de la croix de guerre avec étoile d'argent, le maréchal des logis Louis-Ferdinand Destouches versera dans le nihilisme pacifiste. Du territoire contraint de la vieille Europe, le conflit va gagner en expansion territoriale. Pensant prendre en tenaille l'Empire germanique, les Alliés tentent d'attaquer l'Empire ottoman par voie navale, puis par un débarquement aux Dardanelles, où les troupes de l'Empire britannique, venues de l'hémisphère sud, subiront un désastre meurtrier. Après et avant la Somme, les coquelicots néo-zélandais se couvriront de sang sur les plages turques. La guerre sous-marine à outrance, décidée à Berlin, va connaître son paroxysme, avec le torpillage du paquebot Lusitania le 7 mai 1915, ayant pour effet le basculement de l'opinion américaine en faveur des Alliés, avant l'arrivée enfin des premières troupes en 1917. À l'Est, le front russe s'effondre. Du 17 août au 14 septembre 1915, la bataille de Varsovie voit la percée des troupes du Kaiser et le reflux de celle du tsar Nicolas II. L'effort de guerre allemand, désormais, portera sur le front de l'Ouest, en France et en Belgique. Un moral qui faiblit, une internationalisation, je le disais tout à l'heure, géographique du conflit, l'emploi d'armes de destruction de plus en plus perfectionnées, marquent donc de leur empreinte cette sinistre année 1915. Tout comme l'entrée d'ailleurs dans la mémoire collective et la conscience d'un drame dont les effets tiennent encore, de par le monde, le haut des colonnes. Le génocide programmé, institutionnalisé et mis en œuvre d'un peuple entier à la simple raison de sa différence. Le martyre du peuple arménien. Il est planifié et exécuté par le parti au pouvoir à l'époque, le comité Union et Progrès, plus connu sous le nom de Jeunes Turcs, composé en particulier du triumvirat d'officiers Talat Pacha, Enver Pacha et Cemal Pacha, qui dirige l'Empire ottoman, alors engagé dans la Première Guerre mondiale, aux côtés des empires centraux. Il coûte la vie à environ 1 200 000 Arméniens d'Anatolie et d'Arménie occidentale, au prétexte que chrétiens, ils seraient les alliés des ennemis de l'Empire ottoman. L'histoire se répète. Tout ce mal-être, toutes ces interrogations, toutes ces injustices, rappelons que l'année 1915 compte le plus de fusillés, pour l'exemple, et plus qu'en 1917 d'ailleurs, ne restent pas sans voix. 2 animaux vont prêter la leur de voix, un crapouillot et un canard enchaîné, relatent, contre la censure, ce que l'écriture officielle au mieux tait, au pire dissimule ou travestit. Tu auras mes plumes, tu n'auras pas ma peau, proclame depuis un siècle maintenant le palmipède inclassable. Le recul de l'histoire, le siècle écoulé, nous permettent de fixer l'année 1915 dans le déroulement du conflit. C'est le privilège des générations que nous sommes, plus à même de discerner combien le temps et les sacrifices seront longs pour parvenir, si ce n'est à la victoire, tout du moins à la fin du conflit, et combien les efforts seront gigantesques
à développer pour les conséquences soient analysées et mises en œuvre. Toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse est malheureuse à sa manière, dit Anna Karénine. En cette année 1915, combien cette notion de bonheur est éphémère, comme sont lourds et noirs les nuages qui se concentrent sur la France et les familles de France, comme sont indécis et meurtriers ces combats qui ne débouchent sur aucune victoire, comme sont longues, trop longues, ces listes de tués. Hans Lepp, cadet de la garde impériale, avant son transfert sur le front russe et son invalidité pour blessure en décembre 1915, écrit à sa fiancée un poème. Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et luit. C'est dans ce coin-là que le soir on s'attendait, rempli d'espoir. Tous deux, Lily Marlène. Mes chers amis, souvenons-nous. Merci.